François, bon, les carnets. Une vidéo que j'avais depuis longtemps dans la tête, mais je sais pas comment la prendre, c'est glissant. Il y a des questions à tous les étages, à 13 étages d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi. Et premier élément, le fait qu'avec Internet, donc petit à petit, le marché du livre d'occasion, qu'est-ce qui change? Il change qu'avant, tu sais que dans tel département, telle ville, t'as tel circuit de bouquinistes que tu iras voir celui-ci, celui-là, que tu trouveras plutôt tel bouquin, tel autre. Puis il y a les brocantes et tu cherches et ça te revient. Et oui, mais c'est empirique et ça dépend de... et puis maintenant, c'est le contraire. Tu as une vague idée, tu vas chercher sur ces moteurs. Il y en a plusieurs, je ne vais pas faire de pub pour un ou l'autre, mais en tout cas, ils ont en gros le même bassin de recherche. De leur côté, les bouquinistes entrelacent ce qu'ils ont, là, même des trucs à 3 balles, indépendamment là, des Momox Recycle Livre, etc., qui ont là le label d'associations solidaires qui peuvent pomper là, les désherbages de bibliothèques. Mais quelle conclusion pour nous? Eh bien, par exemple, H.G. Wells, La guerre des mondes, 1898. C'est pas la question de s'en souvenir ou pas, de l'avoir chez soi ou pas. C'est le fait que tu vas pouvoir trouver, mais là, à 2 balles, exactement parce que tu as aussi une mémoire de l'image, de la couverture, exactement le petit bouquin qui est celui dans lequel, pour la première fois, tu l'as lu, et bien sûr, dans le grand déménagement permanent qu'est la vie d'un bonhomme, tu l'as plus. Or, là, premier étage, voilà un livre qui a été imprimé en 1962. Or, moi, je sais qu'en 1964, j'avais dans les mains la même épaisseur, le même papier et la même jaquette de couverture. Deuxième étage, deuxième question liée à H.G. Wells, le fait que, bon, je suis né en 1953, ça va vous sembler loin, mais moi aussi ça me semble bizarre un peu des fois, mais la lecture, elle se fait évidemment en plus avec la myopie, avec le village, avec la chance que j'avais d'être dans une famille lisant, la chance qu'on me laisse aussi accès aux livres quand j'en voulais un. La librairie Metz à Luçon, chez Dandurand à Fontenay-le-Comte. L'accès aux livres s'est fait dès l'école primaire. Et le Grand Maune, en 6e, je l'avais déjà lu, comme je l'ai relu toute ma vie. Le Rouge et le Noir, c'était en 4e. Jules Verne. Mais Jules Verne, ça a commencé, je ne sais pas quand, mais peut-être au cours moyen, ce qu'on appelle maintenant comme ça. En tout cas, après, évidemment, tu continues, tu vas arriver petit à petit à avoir les 80 bouquins, comme ça. Mais c'était déjà amorcé. Et puis Edgar Poe qui s'est amorcé via l'armoire vitrée du grand-père avec le Scarabée d'or. Et puis après, plus jamais arrêté de lire Edgar Poe. Et H.G. Wells est venu, pour moi, par le livre de poche. C'est-à-dire une révolution, oui, parce que, par exemple, je me souviens de ces grands volumes rouges reliés toile qui étaient les livres de prix que ma mère avait eus, par exemple, à l'école normale de Luçon. C'est comme ça que tu trouvais les livres, ou bien, mais pas cette fragilité du livre de poche, qui était une vraie révolution, y compris pour la typo, pour la jaquette, et le prix, et puis justement que ça pouvait venir en masse, c'est-à-dire que dès lors, à la librairie Metz à Luçon, tu avais des gros présentoirs verticaux, tu les faisais tourner, je me souviens bien de ce geste de tourner le présentoir, et puis l'autorisation d'acheter. Or, si je regarde H.G. Wells en 1962, le livre de poche classique, eh bien, tu as 4 Balzac, Les Chouans, Le Père Goriot, La Rabouilleuse, Une ténébreuse affaire, et La fille aux yeux d'or, tiens, que j'aurais jamais lu à cet âge-là. Puis ça en fait 5, vous voyez, j'avais mal vu. Baudelaire, Les fleurs du mal, Brantôme, Les dames galantes, parce qu'il faut bien vendre. Rimbaud, poème, pas illumination, ni Saison en enfer, Verlaine, Fête galante, Flaubert, Bouvard et Pécuchet, Madame Bovary. Mais tu vois, c'est quasi rien, le livre de poche.
poche historique, Daniel Robs, Régine Pernoud, Vie et mort de Jeanne d'Arc. Mais c'est pas grand-chose. Livre de poche policier, regarde, tu as 1, 2, 3, 4, 5 auteurs, et plus volume apparaître. Agatha Christie, 1 volume. Émile Gaborio, 1 volume. Francis Hiles, Préméditation, ça je connais pas du tout. Maurice Leblanc, Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur, tu penses que tout ça on lit. Gaston Leroux, Le mystère de la chambre jaune, Le parfum de la dame en noir, volume apparaître. Leroux, Rouletabille chez Le Tsar, t'avais aussi le livre de poche Exploration, tiens, Thor Heyerdahl, Henri de Montfreid, Jean-Yves Cousteau, Alain Bombard. Et en gros, tu as l'impression que quand tu vois là les publications des premières années du livre de poche, j'ai ma propre aventure de lecture. Et ça est quelque chose là que j'ai jamais approfondi, mais le résultat était là. Tu tenais là à la main un livre qui, normalement, n'était pas du tout, à 2 ans près, en condition de te rejoindre. Alors, ça, c'était le 2e étage. On passe au 3e étage. Je vais vous parler de Mimi Thibaudeau. Alors, nous, Civray, petite ville, mais à l'époque, ce que j'appelle une ville complète. Tu avais le lycée, tu avais l'usine, tu avais l'épicerie, tu avais le marchand de vêtements Gardès, tu avais Loget pour les montres, tu avais Chauveau pour l'électroménager. Maintenant, tu n'as plus rien. Faut tout aller à Poitiers. En tout cas, c'était comme ça. Nous, on avait le petit garage là, sur la place Leclerc. Il y avait 2 pharmacies. Et puis, juste à côté, tu avais la petite rue, là, je sais plus comment, c'est pas la rue du commerce, mais l'autre là qui montait en pente. Et là, il y avait la boulangerie, et au même petit carrefour de la boulangerie, juste en face, le charcutier, Mimi Thibaudeau. Son père et sa mère, comme des charcutiers, un petit peu corpulents, et puis la cuisine, tu la faisais sur place, et Mimi Thibaudeau. Alors, il avait l'avantage par rapport à nous, là, que même en 6e, lui, il avait déjà une petite moustache, il était fier de ça, mais il était un petit peu corpulent aussi, je pense qu'on mangeait beaucoup, on vivait sur le fond de commerce. Et puis, les odeurs permanentes de cuisine, parce que tout ça, c'était tout petit, là, dans le vieux centre du bourg. Mimi Thibaudeau, il sentait un peu la charcuterie. Et au lycée, on lui pardonnait pas beaucoup. T'es un peu trop gros, tu sens un peu la charcuterie. Oui, mais en contrepartie, ça avait été un des premiers, avec Étienne Arlot, le gars, d'avoir un électrophone. Et même un magnétophone, à lui. Nous, on n'aurait pas pu rêver de ça. Ouais, mon père, il avait un tout petit Philips avec les petites bobines, je pouvais arriver à lui piquer, mais c'était pas la même chose. Et Mimi Thibaudeau, il s'achetait des disques. Et en particulier, quand on a fait cet exposé, c'était pas la fin de la 6e, c'est le début de la 5e. Donc je mettrais novembre 1964 ou février 1965. C'est facile, parce qu'ensuite, en 4e, on a déménagé dans un nouveau collège mixte. À l'époque, là, il y avait collège de filles, collège de garçons, dans 2 lieux séparés. Tu te rends compte, là, comment la rentrée d'octobre 64, septembre 64, elle a été une révolution. Et ça remonte pas quand même à des siècles. La preuve, je suis encore là. Mais avec le prof de français, Bobineau, on faisait des exposés. Et moi, j'avais proposé un exposé justement sur ce qui me passionnait. Alors justement, j'avais 2 exposés. Il y a eu un sur le Grand Maune, mais peut-être, je ne sais plus en tout cas, j'ai moins de souvenirs, et un sur H.G. Wells, La guerre des mondes. Et celui-là, je m'en souviens. Pourquoi je m'en souviens? Parce qu'on s'est installé avant 2 heures avec Mimi Thibaudeau, qui avait apporté son magnétophone, et sur le magnétophone, il avait recopié de son tourne-disque de la musique psychédélique. Et il était le seul à avoir des disques psychédéliques. Alors j'ai cherché, j'ai rentré sur Google, premier disque psychédélique, et là, je trouve à peu près, alors ces couvertures, elles se ressemblent tout, mais il y avait une anthologie Psychedelic Music 60s, là, je crois bien que c'est celle-là, je l'ai réécoutée, j'ai pas retrouvé le morceau, parce que il me semble me souvenir d'un morceau très long, plutôt 7-8 minutes, ça correspondait aussi à une Haggadah da Vida de Carmine Paes,
Iron Butterfly. Mais ça, c'est venu en 68. 68, j'étais en seconde, donc moi, je suis sûr que c'était en cinquième, ce truc-là. Donc, il n'y avait pas Iron Butterfly. Mais pourtant, c'était sur ce 33 tours, il y avait une très longue plage. Et c'était un petit peu scandaleux. Cream aussi, un petit peu plus tard, allait faire aussi ça, la longue plage. Bon, je n'entre pas dans les détails. Et en réécoutant, par exemple, j'ai trouvé, alors, quand tu cherches un groupe qui s'appelait Ascenseur pour le 13e étage. 13th Store Elevator. Waouh! Et on avait fait ça comme ça. C'est-à-dire que moi, je me revois. Alors, j'avais des notes, copiées, évidemment. Je crois même l'avoir dactylographié sur la machine de bureau, là où ma mère faisait les factures, les demandes de carte grise. Mais oui, mais la dactylographie, pour moi, tu vois, cette instance là où tu... la différence entre l'écriture manuscrite et le passage à la dactylographie, pour moi, le fait qu'il y avait des machines à écrire, là, le soir, une fois que le garage avait débauché, là, je pouvais venir là, à la machine et puis faire mes bricolages. C'est évidemment totalement fondateur pour un gamin. Donc, j'avais ce que j'avais écrit pour présenter H.G. Wells, présenter et résumer La guerre des mondes. Et je me vois aussi prendre le livre et le lire à voix haute pour la classe de 5e, tous les garçons, avec Mimi Thibaudot, qui diffusait sa musique psychédélique. Et tu vois, comme finalement, tu en arrives là, à une longue boucle, plus d'un demi-siècle plus tard, tu reviens, et avec ta caméra, tu fais exactement la même chose. Alors, H.G. Wells, est-ce que j'ai eu besoin de savoir si ça aussi... Alors là, on était au 3e étage, on n'est pas encore au 13e, on va passer au 4e étage. C'est-à-dire que, est-ce que tu t'intéressais à qui étaient les bons hommes derrière les livres ? Pour moi, ça a de l'importance. Je dis que, par exemple, Georges Simenon, je savais familialement que pendant la guerre, il vivait à Hénin, près de La Rochelle. Il avait une maison à la Faute-sur-Mer qu'il louait, et qu'à chaque fois, à Saint-Michel-en-Lerme, c'est là où il y avait ma grand-mère avec une pompe à essence Caltex à bras, comme ça, et qui s'arrêtait. En plus, mes grands-parents connaissaient la dame de la Faute, Madame Ponetta, qui servait de secrétaire, dactylographe à Simenon. Donc, il y avait ce lien. Tu lisais des livres de Simenon, ça se passait là, à l'écluse de Puraveau, et en même temps, tu connaissais la dame qui lui avait dactylographié le livre, et en même temps, tu sais que ta grand-mère lui servait l'essence, qui plaisantait, etc. Tout d'un coup, un livre est associé à qui l'écrit. Mais pour Jules Verne, en gros, que ça sorte de sa tête ou peu importe, j'entrais pas dans cette réflexion-là. C'est-à-dire, qui était H.G. Wells ? J'en savais rien. Alors après, tu regardes, c'est vrai que c'est pas une vie banale, enfin en tout cas dans les premières années, une famille pauvre, la mère femme de ménage, le père boutiquier, ils ont 3 sous, ils lancent un espèce de magasin de porcelaine, mais qui finalement ça marche tellement pas qu'ils sont forcés de repartir là dans ces métiers de domestique. Le gamin, il est le plus jeune de 5 enfants. À l'âge de 13 ans, il se retrouve une maladie alitée pendant presque 1 an. Mais ouais, ça arrive. Et ça arrive même maintenant, encore ces aventures-là. Et c'est là où son père lui rapporte là, de la bibliothèque municipale des livres, des livres, des livres. Et là encore, il n'y a pas de hasard. Alors, il y a des trucs qui sont plus étonnant. Alors ensuite, tu rentres en apprentissage. Apprentissage comme pour le vendre dans les magasins de tissus. Voilà, c'est ça. Puis obtenir d'abord de la famille l'autorisation d'obtenir une bourse, obtenir de la famille l'autorisation de se présenter à une bourse qui va lui permettre, là, grâce à l'appui d'une tante qui va l'héberger, quand même de reprendre plus ou moins quoi, des études, au moins de revenir à l'école pour devenir un stit. Eh ouais, mais il va louper l'examen. Après, petit à petit, il va l'avoir, et puis il va être nommé prof, alors justement de géologie, de trucs comme ça. Donc, tu vois, quelque chose d'extrêmement laborieux. Le premier livre qu'il va faire, ce sera quoi ? Ce sera un manuel scolaire de géologie.
Et c'est comme ça, tu vois, que l'idée du livre vient presque avant de savoir ce que tu vas mettre dedans. Il a lu Jules Verne. Oui, il a lu Jules Verne. Est-ce que c'est pour autant Jules Verne anglais? Moi, tu vois, il n'y aurait pas ce genre d'idée. Pour moi, l'univers de Wells et l'univers de Jules Verne, bah, franchement, ça n'a rien à voir. Herbert G. Wells, que ses amis nommaient Bertie. Il y a un truc qui est aussi bizarre, c'est qu'il utilise souvent le mot experiment, expérimentation, expérience. Et il l'utilise aussi bien pour des livres là, alors non pas L'Homme Invisible, non pas La Guerre des Mondes, mais d'autres, expérimentation dans la fiction. Ou bien expérimentation dans l'autobiographie. Il dit pas voici mon autobio. Il dit texte sur ou texte dans recherche autobiographique. Mais ça, en gros, j'ai pas encore atteint cet étage-là. C'est-à-dire, je suis pas allé voir vraiment. C'est-à-dire, chaque fois que Wells revient, tu sais, c'est comme magnétique. Eh ben, tu reprends, et puis finalement, bah, je reprends les mêmes livres. La Guerre des Mondes, L'Homme Invisible. Ça me faisait combien d'étages, là? Allez, on dit que c'était le 4e. Tu vois, ce truc qui, maintenant, je peux pas lire un texte sans l'associer à la démarche de l'auteur qui permet à ce texte d'être construit, d'exister et de s'installer depuis cet arbitraire ou depuis ce qui catalyse ce côté très pragmatique qui fait que ce livre se présente comme ça. Et pourtant, 5e étage. Qu'est-ce qu'il y a quand tu es gamin à 12 ans et que tu lis quelque chose comme ça? Il n'y a plus rien qui existe. Et ça, ce mystère de la lecture qui remplace le monde, pour moi, après, j'ai mieux réussi à le comprendre quand je suis entré dans Balzac. Parce que dans Balzac, il n'y a pas les martiens. Il y a juste là, nous, puis le fric, puis le visage, puis comment ça parle. Puis après, bien sûr, avec Kafka, Dostoïevski, avec Proust, reprendre cette histoire. Mais la dette à ces lectures, qui sont même pas celles de l'adolescence, qui sont celles qui te permettent l'accès à l'adolescence. Excusez-nous pour cette interruption momentanée de l'image, on disait ça autrefois à la télévision, qui était encore en noir et blanc, à la maison, des gros postes ovales avec des boutons dorés. C'est seulement en 1969 qu'on passerait à la couleur avec un poste à angle plus rectangulaire. Il y avait encore la mire. Excusez-nous de cette interruption momentanée de l'image, j'avais un petit trouble. Là, c'était... Non, 13e étage, ascenseur pour le 13e étage. Ça, je maintiens, c'était le nom du groupe, mais c'est... 13th Floor Elevatory. Ceci étant dit, on reprend. Et donc, à combien d'étages on en est? Bon, on doit être au 5e, au 6e. Mais tout d'un coup, en reprenant ça, en le tenant, en le pliant, en cherchant, il y avait tout ça qui se mélangeait, et tu te dis, est-ce que là, le défi des carnets, c'est justement de ne pas aménager chaque fois juste ce dépli. Alors dépli autour de quoi? Je ne veux pas vous parler de l'histoire, mais est-ce qu'on est débarrassé des hantises et des peurs de H.G. Wells? Alors, chaque fois que je le relis, ça me fait pareil. Allez, tiens, si je rajoutais un 7e étage, là, c'est bizarre, il y a une page déchirée, il y a la signature... Guy Missel, je ne sais pas à qui appartenait, mais le monsieur donc, a signé son exemplaire. La œuvre de H.G. Wells au Mercure de France, vous voyez. C'est-à-dire que dans le livre de poche, il y a L'Homme Invisible, la machine à explorer le temps, suivi de l'île du docteur Moreau. Oh, l'île du docteur Moreau. Et puis, au Mercure de France, donc pas encore en poche, Machine à explorer le temps, Guerre des mondes, les premiers hommes dans la Lune et l'île du docteur Moreau. Traduit par Henri D. Davray, D-A-V-R-A-Y. Et tu vois, autant, il y a des tas d'auteurs que maintenant je passe à la langue originale. Quand elle lu pour la première fois, avec une telle intensité, et puis relu 5 fois et 10 fois, là, disons, allez, justement de la 5e ou la 6e jusqu'à la première. Après, il y a une grande interruption de lecture, puis après, ça devient des lectures de vacances. Plus tard, c'est différent. Mais j'arrive pas à le lire autrement que là. Un petit bout, d'accord?
Et on s'en tient là, ce sera le 8e et dernier étage. Ces projectiles se brisaient en touchant le sol sans faire explosion et immédiatement dégageaient un énorme volume d'une vapeur lourde, noire, se déroulant et se répandant vers le ciel en un immense nuage sombre, une colline gazeuse qui s'écroulait et s'étendait d'elle-même sur la contrée environnante. Le contact de cette vapeur et l'inspiration de ces âcres nuages étaient la mort pour tout ce qui respire. Cette vapeur était très lourde, plus lourde que la fumée la plus dense, si bien qu'après le premier dégagement tumultueux, elle se répandait dans les couches d'air inférieures et retombait sur le sol d'une façon plutôt liquide que gazeuse, abandonnant les collines, pénétrant dans les vallées, les fossés au long des cours d'eau. Ainsi que fait, dit-on, le gaz acide carbonique s'échappant des fissures des roches volcaniques. Partout où elle venait en contact avec l'eau, quelque action chimique se produisait. La surface se couvrait instantanément d'une sorte de lie poudreuse qui s'enfonçait lentement, laissant se former d'autres couches. Cette espèce d'écume était absolument insoluble, et il est étrange que le gaz produisant un effet aussi immédiat. On ait pu boire sans danger l'eau dont on l'avait extraite. La vapeur ne se diffusait pas comme le font ordinairement les gaz. Elle flottait par nuages compacts, descendant paresseusement les pentes et récalcitrant au vent. Elle se combinait très lentement avec la brume et l'humidité de l'air et tombait sur le sol en forme de poussière, sauf en ce qui concerne un élément inconnu, donnant un groupe de 4 lignes dans le bleu du spectre. On ignore encore entièrement la nature de cette substance. Lorsque le tumultueux soulèvement de sa dispersion était terminé, la fumée noire se tassait tout contre le sol, avant même sa précipitation en poussière, si bien que 50 pieds en l'air, sur les toits, aux étages supérieurs des hautes maisons et sur les grands arbres, il y avait quelque chance d'échapper à l'empoisonnement, comme les fêtes le prouvèrent ce soir-là, à Street Cobham et à Deaton. L'homme qui échappa à la suffocation dans le premier de ces villages fit un étonnant récit de l'étrangeté de ses volutes et de ses replis. Il raconta comment, du haut du clocher de l'église, il vit les maisons du village ressurgir peu à peu hors de ce néant noirâtre, ainsi que des fantômes. Il resta là pendant 1 jour et demi, épuisé, mourant de faim et de soif, écorché par le soleil, voyant à ses pieds la terre sous le ciel bleu et contre le fond des collines lointaines, une étendue recouverte comme d'un velours noir, avec des toits rouges, des arbres verts, puis plus tard des haies, des buissons, des granges, des remises, des murs voilés de noir, se dressant ici et là dans le soleil. Ceci se passait à Street Cobham, où la fumée noire resta jusqu'à ce qu'elle fût absorbée d'elle-même dans le sol. Ordinairement, dès qu'elle avait rempli son objet, les Martiens en débarrassaient l'atmosphère au moyen de jets de vapeur. Et tu sais ce qui me plairait, je sais que c'est quelque chose qui est gagné, qui me fait une émotion considérable, une grande joie, c'est de voir en quoi là, cette chaîne YouTube, là, carnet personnel, carnet privé, pour la séparer de la chaîne avec atelier d'écriture, toutes ces discussions là, qui commencent à s'amorcer, comme ce qu'on avait dans les blogs, en gros, au tout début là, du Web 2. Et ben, c'est quoi vous, votre première lecture d'H.G. Wells ou la lecture équivalente à cette émotion-là de juste transition de l'enfance à l'adolescence. C'est peut-être bien qu'on en parle, qu'on ait d'autres pistes encore à explorer comme ça. C'est ça pour ça, moi, ces carnets.